Bonjour, soyez les bienvenus pour cette seconde émission de l'heure de l'UMGCCP, l'Union des métiers du génie climatique, de la couverture et de la plomberie. Nous allons passer la prochaine heure ensemble autour de la thématique de la qualité de l'air intérieur des bâtiments, domiciles, lieux de travail, écoles ou moyens de transport. Nous passons en moyenne 85% de notre temps dans des espaces clos. Enjeu majeur de santé publique, la qualité de l'air intérieur est aussi un enjeu économique quand on sait qu'en France, on estime à 19 milliards d'euros par an le coût de la mauvaise qualité de l'air intérieur. Donc un sujet, vous l'aurez compris, qui est donc crucial et auquel les installateurs peuvent apporter de vraies solutions. On va en parler au cours de cette émission, mais aussi vous éclairer d'un point de vue sanitaire pour que vous puissiez bien mesurer les enjeux qui se posent autour du poumon de nos maisons avec mes trois invités. Pascal Housset, président de l'UMGCCP. Bonjour Pascal. Bonjour. Il y a également Laurent Sifou, vous êtes le responsable affaires publiques et prospectives du groupe Atlantique. Bonjour Laurent. Bonjour. Et enfin, pour nous éclairer sur la dimension santé de la qualité de l'air intérieur, nous avons le plaisir d'avoir en visio avec nous ce matin depuis Strasbourg le professeur Deblay. Bonjour professeur. Bonjour Nicolas. Vous êtes le chef du pôle de pathologie thoracique des hôpitaux universitaires de Strasbourg et président de la Fédération française d'allergologie. Alors vous qui nous suivez à distance, bien entendu, comme lors de la première émission, vous pourrez nous envoyer toutes vos questions via la plateforme. Nicolas de l'UMGCCP se fera le relais de vos questions tout à l'heure. On prendra le temps, bien entendu, d'y répondre. Mais d'ici là, pour débuter, ma première question s'adresse à vous, professeur Deblay. La qualité de l'air intérieur, ce n'est pas un sujet nouveau. Mais on ne sait pas forcément très bien ce qui se cache derrière ce terme. Vous la définissez comment ? Alors c'est vrai qu'en tant que médecin, en fait, je vais la définir de façon assez globale. Pour nous, la qualité de l'air intérieur, c'est un air qui va permettre à nos patients de vivre le plus agréablement possible, c'est-à-dire c'est finalement la santé. De façon plus restrictive, en tant que pneumologue et allergologue, je vais parce que c'est les patients qui souffrent le plus de la mauvaise qualité de l'air intérieur. Pour moi, la qualité de l'air intérieur, ce sera un air dans lequel il y aura le moins de polluants qui pourront être nocifs pour nos patients asthmatiques, allergiques, mais de façon plus large pour tous nos patients qui ont des maladies respiratoires. Justement, vous parlez de polluants. Quel type de polluants on peut trouver dans l'air intérieur des bâtiments ? Alors en fait, il faut comprendre que l'air intérieur d'un bâtiment, c'est une espèce de biotope dans lequel vont se mélanger des polluants biologiques et des polluants chimiques. Les polluants biologiques, on va avoir en premier chef, ce sont les allergènes, et donc les allergènes qui vont entraîner et qui vont avoir des effets chez les allergiques. Et puis vous aurez des polluants chimiques, et ces polluants chimiques et ces allergènes interviennent entre eux, et particulièrement les polluants chimiques potentialisent l'action des allergènes chez les allergiques. Alors, il existe effectivement d'autres polluants biologiques, j'en parlerai un tout petit peu moins. Ça peut être tous les polluants microbiologiques, ou ça peut être par exemple les moisissures par elles-mêmes qui peuvent aussi avoir une action en dehors des phénomènes allergiques. Et concrètement, alors qu'est-ce qu'entraîne un mauvais système de ventilation sur la santé ? Alors, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une rétention des allergènes ou même des bactéries, voire des champignons, voire des parasites, donc ils vont rester. Il faut comprendre que ces éléments biologiques sont portés par des particules. Et donc, il n'y a pas de ventilation, donc il va y avoir une rétention de tous ces éléments biologiques qui vont rester en suspension. Et donc, nos patients qui sont allergiques ou qui sont, par exemple, immunodéprimés vont être au contact de façon prolongée vis-à-vis de ces agents. Et donc, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Pour les allergiques, ça va leur donner des crises d'asthme, d'avoir le nez qui coule, les yeux qui piquent. Et puis, pour les patients immunodéprimés, s'ils sont en contact, par exemple, avec des moisissures, par exemple Aspergillus fumigatus, qui est un nom d'une moisissure, ça peut leur donner des maladies très graves, des maladies, des aspergilloses, c'est-à-dire comme des pneumonies au niveau des poumons. Mais on a les immunodéprimés dus à la chimiothérapie, mais on peut aussi avoir les immunodéprimés dus à des greffes. Et donc là, tous ces éléments-là peuvent intervenir de façon conjointe pour entraîner des pathologies. Et est-ce qu'on sait aujourd'hui combien de personnes sont touchées par une mauvaise qualité de l'air intérieur ?
Alors, oui, je peux vous répondre un peu indirectement. On a les chiffres de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Vous avez 10% des logements qui sont fortement multipollués et vous avez à peu près 15% des logements qui sont monopollués de façon forte aussi. Donc, on peut très bien imaginer que vous multipliez, et vous regardez en face, vous avez 30% des Français qui sont allergiques. Donc, si on ne prend que les allergiques, auxquels on va pouvoir rajouter tous les patients qui sont sous chimiothérapie ou des patients qui doivent bénéficier, qui ont des greffes et qui sont immunodéprimés pour une raison ou pour une autre. Donc, vous voyez que ça correspond à vraiment beaucoup de personnes. Et donc, vous prenez un enfant qui a un asthme allergique aux acariens, qui va se trouver dans un logement multipollué de façon importante, il va effectivement avoir une potentialisation de la réponse vis-à-vis des allergènes qui va être due à tous ces polluants chimiques qu'on va pouvoir trouver, des polluants particuliers, ou par exemple des terpènes, c'est-à-dire des produits qui assurent tout ce qu'on va utiliser, les déodorisants, donc qui sont largement utilisés, les huiles essentielles. Tous ces éléments, on sait, potentialisent l'action des allergènes, et donc ça peut entraîner une aggravation de son asthme ou de ses maladies allergiques. Alors Pascal Housset, je voulais vous faire réagir. On voit les chiffres sont là. Il y a quand même une vraie urgence à se préoccuper de la qualité de l'air intérieur de nos bâtiments. Et pourtant, on ne va pas se le cacher, la ventilation est toujours un peu le lot mal aimé du bâtiment. C'est souvent perçu comme le curseur économique d'une construction, d'une rénovation. On en est où aujourd'hui? Est-ce que ça y est, les mentalités sont en train d'évoluer? Alors, déjà, on a vraiment créé une filière qui n'existait pas depuis plusieurs décennies. C'est pour ça que nous avons créé l'Association française de ventilation que je préside. Et cette association, en fait, regroupe l'essentiel des acteurs autour de la filière de la ventilation, les installateurs, les mainteneurs, les industriels, dont Laurent qui est avec nous aujourd'hui fait partie, dans les membres fondateurs, et les réseaux de distribution qu'il faut également sensibiliser. Donc cette filière, elle a pour but déjà de monter en compétence les professionnels, parce qu'on avait quand même près de 70% des installations de ventilation qui ne donnaient pas satisfaction, aussi bien dans le neuf que dans la rénovation, aussi bien dans l'habitat que dans le tertiaire. Donc ça nécessitait déjà une prise en main et d'avoir une vraie filière qui soit véritablement en mode opérationnel, j'ai envie de dire. Donc ça déjà, ça évolue. Et puis il y a aussi la nécessité de faire évoluer les réglementations. Aujourd'hui en thermique, on parle d'une réglementation thermique RE 2020. Les textes de la ventilation datent de 1982. Donc la question est de se poser, est-ce que ces textes de 1982, finalement, réglementaires, sont toujours en adéquation avec les usages d'aujourd'hui? On a vu depuis la période Covid, d'abord, vraiment je retiens les propos du professeur Deblay, puisque nous, notre mission, je dis toujours, c'est de rendre visible l'invisible. Parce qu'en fait, on ne voit pas ce qui se passe dans l'air. On a vu avec la période Covid qu'effectivement, il y a des dangerosités. Dès qu'il y a des systèmes microbiens très importants, ça peut être mortel. Donc là, il y a une prise de conscience aussi de la population à cet effet. Et aujourd'hui, ça nous permet de mener des actions sur les territoires, également pour sensibiliser à la nécessité de mettre en place des systèmes de ventilation, puisqu'aujourd'hui, il y a plus de 50% des bâtiments, soit qui ont des systèmes existants mais non opérants, soit il n'y a pas du tout de système de ventilation. On a vu aussi dans les établissements scolaires, d'ailleurs on mène une action là, avec les pouvoirs publics, il y a 40 000 établissements scolaires qui doivent être rénovés dans les années à venir. Donc là, on met un point d'honneur, là aussi, à mettre en exergue la nécessité de mettre des systèmes de ventilation, pas simplement aérés, parce qu'aéré n'est pas ventilé, de ces établissements scolaires. On a vu que les problèmes de montée de CO2 dans les établissements scolaires, il y a des études qui ont été faites, portaient atteinte aussi au côté cognitif des enfants. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, il y a des vraies actions qui sont en train d'être mises en place. En tout cas, c'est notre rôle aussi, nous, Union professionnelle et Association française de ventilation, pour aller en ce sens. Laurent Sifou, quel est votre regard en tant qu'industriel sur cette qualité de l'air intérieur des bâtiments? Je suppose que vous rejoignez un peu les propos de Pascal. Oui, alors tout à fait. Alors nous, on a la particularité d'être un groupe qui fait du confort thermique. Donc les produits qu'on fait d'habitude, les gens perçoivent s'ils fonctionnent ou s'ils ne fonctionnent pas. On ressent très bien le chaud ou le froid, votre système de chauffage, il marche pas, votre eau chaude, ça marche pas, on le voit. La ventilation, c'est un domaine dans lequel, malheureusement, on ne perçoit pas directement l'efficacité du système
et de votre système de ventilation, qu'il soit mécanique ou autre. Et ça, c'est un des points sur lesquels on est un peu ennuyé, parce que on l'a vu tout à l'heure, c'est très important de renouveler l'air. Si ça ne se fait pas, les gens le perçoivent de façon indirecte. Alors ça va être ce qu'on disait, des muqueuses qui vont être encombrées, ça va être des yeux qui piquent, ça va être beaucoup de phénomènes qui, pour nous, sortent un peu de notre spectre de fabricants, d'industriels. Donc c'est pour ça qu'on s'appuie beaucoup sur la réglementation, en disant il y a des experts qui savent. Alors c'est vrai que Pascal parle de la réglementation de 1982, qui effectivement, on a eu je ne sais pas combien de réglementations thermiques entre-temps. La ventilation n'a pas été touchée, mais finalement, c'est pas si mal Mars 82, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même 60% du parc qui n'est pas couvert par Mars 82. C'est-à-dire 60% du parc existant de logements dans lequel il n'y a aucune exigence. Alors certes, Mars 82 peut être amélioré, c'est sûr, mais aujourd'hui, tout de neuf, depuis 40 ans, on s'occupe de s'assurer qu'il y a un système de ventilation. Donc que la qualité d'air, à minima, est prise en compte. Et nous, notre rôle, en fait, ça ne va pas être de traiter les polluants, ça va être de renouveler l'air. On sait qu'un air qui est renouvelé, normalement, l'air extérieur étant de meilleure qualité que l'air intérieur, on va évacuer ces polluants, on va évacuer l'humidité. Un point dont on ne se rend pas compte, c'est l'humidité. Dans une chambre, on va parler de la douche, par exemple. Vous prenez une douche, ça vous paraît normal, vous voyez de la buée, d'avoir un système de ventilation. Là, vous le voyez directement. 2 personnes qui dorment dans une chambre parentale pendant 8 heures, ça génère autant d'humidité que 2 douches. Est-ce que les gens en ont conscience ? Non, parce qu'il y a un peu moins d'humidité, la surface est plus grande, l'humidité se stocke un peu partout. Mais si vous ne ventilez pas cette chambre, vous allez forcément avoir des moisissures, pas forcément visibles, des acariens, des choses comme ça. Donc la ventilation, c'est clé. Et ce qui nous embête, nous, c'est qu'au niveau réglementaire, on s'est occupé uniquement du neuf. Et tout le parc existant, on peut faire ce qu'on veut, et donc avoir une qualité déplorable. On voit aujourd'hui que les passoires thermiques dont on veut faire la rénovation, et ce que disait Pascal, alors il n'a pas exprimé ce coup-ci, mais on insiste beaucoup à l'AFV, c'est pas de rénovation sans ventilation. Dans les passoires thermiques, aujourd'hui, vous n'avez pas de ventilation mécanique dans 75% des cas. Il n'y a pas d'obligation réglementaire ? Et il n'y a pas d'obligation réglementaire. Vous pouvez rénover votre maison en décidant que la ventilation, ce n'est pas un sujet, que vous allez faire du naturel, ouvrir les fenêtres, ça ira très bien, alors qu'en fait, vous allez créer des conditions déplorables pour la qualité de l'air. Voilà. Une réaction, allez-y. Oui, alors une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. On a vu sortir les textes pour tout ce qui va être en fait les accompagnements, les primes, etc. pour les rénovations, notamment les rénovations globales des bâtiments et notamment des habitations. Hein. Et la bonne nouvelle, c'est que finalement, maintenant, a bien été pris en considération et annoté dans les textes la ventilation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une réno globale, la ventilation fait partie intégrante maintenant de la rénovation globale. C'est pris en considération de façon écrite. Donc pour le coup, on le signifie. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour la possibilité d'effectivement de mettre en exergue auprès de nos concitoyens la nécessité de mettre des systèmes de ventilation. Parce que depuis des années, on rénove finalement, comme le dit Laurent, l'habitat. On fait de l'isolation par l'extérieur, on fait de l'isolation des combles, on fait des boîtes tupperware, on ferme complètement l'habitat. Il n'y a plus de renouvellement d'air, il n'y a plus de ventilation du local. Donc ça, on le pointait du doigt, nous, depuis déjà plusieurs années. On l'a fait encore plus avec notre association. Et là, maintenant, en fait, c'est inscrit dans les directives. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que voilà, les indications qu'on a pu donner, en tout cas, portent leurs fruits. Oui, tout à fait. Ça a été annoncé avant-hier par le gouvernement, ce coup de fouet aux rénovations des logements, qui sera porté à 5 milliards d'euros. Les aides à la rénovation énergétique qui seront majoritairement donc fléchées sur la rénovation globale. Professeur Deblay, je voulais avoir votre réaction sur cet aspect réglementaire. Ça y est, les choses commencent à se mettre en route. Pour vous, c'était le point névralgique, si je puis dire. Il fallait quelque chose au niveau de la réglementation et cette annonce du gouvernement va faire avancer les choses. On va améliorer la qualité de l'air intérieur. Alors, je voudrais revenir quelques secondes sur l'importance de la ventilation. Si vous voulez, moi, ça fait des années et des années, puisqu'on a inventé un métier qu'on appelle les conseillers médicaux en environnement intérieur. Donc, c'est des gens qui se rendent au domicile des patients, et
le principal problème qu'on rencontrait, c'était le problème de la ventilation. Parce que, en fait, les maisons sont isolées, c'est exactement ce que vous avez parfaitement expliqué avant. On transforme les maisons en cocottes minutes et on ne les ventile pas. Ou alors on ventile, mais c'est mal installé. Donc on a véritablement ce problème-là, il fallait le régler. Je suis ravi, moi, de voir que les choses avancent et qu'effectivement, il faut une réglementation parce que sans réglementation, on aura du mal à avancer. Il faudra aussi bien former toutes ces personnes qui vont installer des ventilations. Et puis, de l'autre côté, il faudra aussi éduquer les Français à entretenir une ventilation. Ça, c'est aussi un autre problème. Alors, l'entretien de la ventilation, j'ai envie de dire, la transition est toute faite, puisqu'effectivement, ça, c'est un vrai sujet. Laurent Sifou, sur ce volet entretien, qu'est-ce que vous pourriez nous partager? Quelles sont vos convictions là-dessus? Alors, on a des débats, notamment Ouais. à l'AFV, puisque tout le monde est d'accord sur la finalité. Un produit entretenu, il conserve ses performances et il assure la fonction le plus longtemps possible. Donc ça, c'est important. Mais pour nous, la priorité en tant qu'industriel, c'est déjà de se dire, est-ce que tous les bâtiments sont équipés? Donc tant qu'il n'y a pas d'obligation à faire un équipement de tous les bâtiments, on se dit que commencer par l'entretien, ça va juste pénaliser ceux qui ont fait quelque part le travail. Ensuite, il y a un point, alors on n'a peut-être pas encore parlé, je ne sais pas si on va en parler, mais il y a des contrôles à réception qui ont été mis en place en RE 2020. Et pour nous, c'est génial parce que c'est enfin la prise de conscience que le résultat compte. Il ne suffit pas d'avoir dit « je rends obligatoire l'installation d'une VMC », c'est « je m'assure en plus qu'elle remplit la fonction ». Donc ça, je pense que c'est important également de rendre obligatoire ces inspections périodiques des systèmes de ventilation pour s'assurer qu'ils remplissent la fonction, parce qu'on a vu, c'est une fonction de santé publique. C'est votre chauffage, quand il ne marche pas, vous allez vite appeler votre plombier. Votre ventilation, elle ne marche pas, vous ne vous en rendez pas compte. Donc ça, c'est important. Et dans un troisième lieu, j'ai envie de dire que l'entretien, il s'imposera de lui-même, parce que s'il y a des contrôles de résultats, les gens seront sensibilisés au sujet et donc entretiendront leurs produits pour avoir la fonction. Et après, pourquoi pas le rendre obligatoire également. Mais je pense, dans l'ordre des priorités, déjà s'assurer que chaque bâtiment est ventilé et que la ventilation fonctionne. Ben voilà, c'est notre... Oui, je vois. Donc, avant de rendre la maintenance obligatoire, déjà à penser équiper tous les bâtiments. Et dans ce cas-là, on aura déjà fait un pas. Sur ce sujet de l'entretien, qu'est-ce que vous pouvez nous partager, Pascal Housset? Alors déjà, je voudrais rebondir déjà sur le fait de la montée en compétences. Ouais. On a mis en place pour nos installateurs, alors notamment à l'UMGCCP pour nos chauffagistes, climaticiens de notre structure, notre syndicat professionnel, mais pas que, puisque c'est ouvert à toutes les entreprises qui souhaitent le faire. Donc on a mis des formations qu'on appelle des CQP, donc qui permettent d'avoir des formations complémentaires dans le cadre de la formation continue pour justement former sur les métiers de la ventilation, la mise en œuvre et la maintenance des systèmes de ventilation. Donc on a commencé à diffuser cette formation sur l'ensemble du territoire national. On a mis en place des plateformes également, dont les industriels ont participé à l'équipement de ces plateformes sur les systèmes de ventilation pour former aussi à la maintenance de ces systèmes. Donc ce qui va être important effectivement, c'est que les installations soient faites correctement, que la maintenance soit proposée. Alors bien sûr, on a fait des propositions déjà de rendre obligatoire ces entretiens de systèmes de ventilation, parce qu'on voit bien les effets que ça peut avoir sur la santé et le coût que ça peut avoir chaque année sur les coûts santé d'une mauvaise ventilation des bâtiments. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est d'embarquer davantage l'usager, l'utilisateur à son système. Et je pense qu'au même titre qu'aujourd'hui en thermie, et je parle sous contrôle de Laurent, on a des systèmes de thermostat connectés, on a des choses qui nous permettent de savoir qu'est-ce qui se passe dans sa maison au niveau des températures, etc. Et bien, je pense qu'aujourd'hui et demain, il faudra en faire de même avec sa ventilation. C'est-à-dire que le particulier sur son smartphone puisse savoir effectivement la qualité d'air de son domicile depuis son smartphone, et ce qui permettra de participer, de le faire participer à cette sensibilité de ce qui se passe chez lui. Est-ce qu'il y a justement, vous parliez de smartphone, d'évolution technologique, est-ce que vous, d'un point de vue industriel, est-ce qu'il y a des solutions techniques, des innovations qui sont en cours ou que vous souhaitez mettre en place pour justement que le public puisse mieux percevoir ce qui est invisible et rendre visible ce qui est invisible?
Qu'est-ce qui est Alors, prévu? oui, il y en a. Il y a beaucoup de projets, Ouais. il y a des produits qui existent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se heurte à la sensibilisation du particulier. Oui. La ventilation et la qualité de l'air intérieur, c'est encore un sujet où on a du mal à avancer et à le rendre visible. Alors, il y a des capteurs de CO2 qui existent, il y a des startups qui ont fait de beaux capteurs de qualité d'air intérieur, mais c'est vrai qu'on a du mal à franchir ce pas de le diffuser très largement. Mais les solutions techniques existent, oui, il y en a beaucoup. Mais elles sont encore marginales sur le marché. Alors, on va revenir dans un instant sur cette sensibilisation du public justement ensemble et comment les installateurs peuvent sensibiliser leur clientèle, comment faire concrètement. Professeur Deblay, justement sur cette question de la sensibilisation du grand public, vous avez créé en 91 les conseillers médicaux en environnement intérieur, il y en a 200 qui travaillent aujourd'hui sur toute la France. Quels sont leurs rôles et justement d'un point de vue sensibilisation, est-ce que ça fait avancer les choses? Alors, leur rôle, en fait, ce sont des personnes qui se rendent au domicile des patients. Alors, je dis patients parce que c'est toujours sur prescription médicale. Il y a toujours, c'est un médecin qui va demander à ce qu'il y ait une conseillère ou une conseillère médicale en environnement intérieur qui se rende au domicile et qui, ils font un audit de la qualité de l'air, c'est-à-dire qu'elles peuvent faire des mesures, mais surtout, c'est très visuel, elles interrogent les personnes sur leurs habitudes, ça dure à peu près 1 heure, et après, elles font un rapport, et donc elles vont donner à la fin de cette visite 2 choses, donc les conseils pour essayer de diminuer par exemple les allergènes, diminuer les moisissures, et puis elles font un rapport au médecin. Ce qui permet au médecin, c'est à la fois une aide au diagnostic, parce qu'un médecin peut se poser les questions, un malade va lui dire « je suis malade à cause de ma maison, je me sens moins bien », et donc lui, il ne sait pas ce qui se passe dans la maison de son patient, donc c'est une aide au diagnostic, et puis c'est aussi une aide thérapeutique. Et c'est vraiment, c'est pour répondre un petit peu à la question, comment sensibiliser les gens à la qualité de l'air? C'est exactement le même problème avec l'air extérieur. Quand on dit il y a 40 000 morts par an en France dues à la pollution extérieure, personne ne se sent concerné. Par contre, si vous dites aux patients, si vous dites à la population, votre enfant est allergique, il est exposé aux particules diesel lorsqu'il se promène dans les boulevards et ça favorise son asthme et ses allergies, alors là, les gens se sentent concernés. Ou même chose pour l'insuffisance respiratoire. C'est la même chose pour l'environnement intérieur, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est conseillé en environnement intérieur, les gens d'un seul coup comprennent l'effet de la pollution intérieure sur leur santé. Et donc, c'est toute la difficulté, effectivement, de rendre, de faire que cette notion de pollution extérieure qui est mesurée souvent par des ingénieurs, on arrive à la rendre, à la personnaliser et à ce que les gens comprennent que c'est un intérêt pour leur santé. C'est vrai que les médecins ont là un rôle à jouer. Laurent Sifou, quel levier aujourd'hui un installateur il doit activer pour lever les freins, sensibiliser ses clients, en fait de changer son système de ventilation avec les impacts positifs que cela peut avoir, notamment à l'occasion d'une rénovation, pardon. Alors, changer, ça veut dire que déjà, il y en a un, donc c'est déjà bien. D'accord. Je dirais la première importance, c'est arriver à en mettre un. Et pour en mettre un, déjà, il faut sensibiliser le particulier au fait qu'avec un système qui respecte l'arrêté de mars 82, donc qui est valable dans le neuf depuis 40 ans, on va renouveler l'air d'une maison 12 fois par jour. 12 fois, c'est pas rien. Quand vous n'avez que l'ouverture des fenêtres pour gérer le renouvellement d'air, sachant qu'en plus, il faudrait des traversants pour que ça se renouvelle bien, on comprend vite qu'on ne va pas pouvoir arriver à ce niveau de renouvellement d'air sans ventilation. Donc déjà, vraiment sensibiliser le particulier à ce renouvellement d'air nécessaire et, entre guillemets, réglementaire depuis plus de 40 ans dans le neuf, quoi. Ensuite, il y a l'humidité. C'est sûr que dès que humidité, allergie, se poser des questions. Est-ce que l'humidité du logement est satisfaisante ou pas? S'il y a un problème d'humidité, il y a des grandes chances qu'il y ait un problème de ventilation. Donc la ventilation va régler ce problème. Après, on parlait des allergiques. Moi, je vois dans notre région, on a beaucoup de pollen. Les gens qui sont allergiques au pollen aussi, il y a peut-être un moment où il va falloir se poser la question de est-ce qu'il ne faut pas filtrer l'air qui rentre. Et là, il y a des solutions qui permettent également de le faire. Ou quand on est en bordure de périphérique et qu'on a des particules fines, peut-être que la filtration devient une solution envisagée. Donc, moi, je pense qu'avec le renouvellement d'air, plus l'humidité, plus les particules fines, il y a quand même de quoi sensibiliser le particulier. Et une fois qu'il est sensibilisé, il sera prêt à installer, parce que les coûts sont modiques, on va dire. Pour un équipement qui dure 15 ans ou 17 ans et qui vous apporte la santé, on ne peut pas dire que c'est une question de coût, le problème de la ventilation. C'est un problème de perception de l'intérêt.
Justement, pour cette perception de l'intérêt, est-ce que, je voulais vous interroger là-dessus, Pascal Housset, la RE 2020 a un petit peu changé les choses, puisque on parle plus de thermique, on parle de confort de vie. Est-ce que ça peut permettre d'accentuer cette prise de conscience de qualité de l'air en disant, voilà, on n'est pas sur, on va pas vous faire forcément des économies d'énergie, mais vous allez gagner en confort de vie. Est-ce que cet argument est un argument qui peut peser dans la balance? Alors, la RE 2020, elle a surtout permis d'améliorer les contrôles en fin de réalisation dans le neuf. Le texte est surtout là. Bon, on aurait aimé que ça aille encore un petit peu plus loin, mais déjà, je dirais que c'est une bonne strate, on va dire. Maintenant, sur le marché de la rénovation, les choses sont différentes parce qu'on l'a dit, beaucoup d'habitats ne possèdent pas de système de ventilation. Donc oui, la notion de confort, bien évidemment, elle est importante. Et là, on vient de mettre le doigt sur la chose. Le plus important, c'est que souvent, on a mis en opposition la consommation énergétique en disant mais une ventilation, ça consomme, et la qualité d'air. Donc ça, il faut arrêter avec ça parce que finalement, on est capable de prouver que lorsqu'on fait une rénovation globale d'une maison individuelle ou d'un logement, qu'on isole bien son logement. Si on a une bonne maîtrise justement du renouvellement d'air, on ne consomme pas plus d'énergie, voire on en consomme beaucoup moins. Voilà. Donc aujourd'hui, ce n'est plus cette opposition qualité d'air, consommation énergétique. Alors j'ai même envie de dire plus loin, c'est que même au pire, si on devait consommer un petit peu plus, est-ce qu'on a le droit finalement à consommer un peu d'énergie pour avoir une bonne qualité d'air chez soi et une bonne santé? Donc c'est la bonne question finalement à se poser. La RE 2020, pour vous, elle a fait progresser la qualité de l'air intérieur, cette thématique. Qu'est-ce qui reste encore à faire là-dessus pour vous, Laurent Sifou? Alors oui, ce que disait Pascal, la grosse avancée, c'est vraiment les contrôles à réception. On s'assure que le produit remplit la fonction. Donc ça, c'est une avancée énorme et qu'on souhaiterait voir étendre à l'existant. Après, il y a encore des choses à faire, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on est sur une réglementation qui date de 40 ans et qui va garantir finalement qu'on va évacuer l'humidité dans les pièces humides. Donc ça, on a sécurisé cette partie. Par contre, la partie confort de l'habitant dans les pièces de vie, avec notamment le renouvellement d'air adapté et on va parler des taux de CO2, à des taux de CO2 qu'on va rencontrer dans le tertiaire, on est très loin dans l'individuel. Donc dans la maison individuelle et en RE 2020, nous on milite pour avoir aussi des labels qui vont permettre de valoriser cependant, parce que extraire dans les pièces humides, ça sécurise, ça assure la pérennité du bâti et la santé. Garantir un renouvellement d'air suffisant dans les pièces de vie, ça permet de garantir le confort. Donc on pense qu'il faudra aller vers là, mais plutôt de façon incitative avec des labels. Oui, et comment justement arriver quand même à massifier cet argument du confort de vie? Aujourd'hui, les personnes allergiques sont sensibilisées à ce sujet, mais mis à part ce public, c'est un peu compliqué à appuyer, voilà, à mettre l'accent là-dessus. Comment ça passe par quoi? Quel argument nos installateurs, par exemple, qui nous regardent, peuvent mettre en avant pour créer cette prise de conscience? Pascal. Oui, alors nous le message qu'on fait passer à nos installateurs, hein, je rappelle, l'UMGCP, c'est quand même 15 000 entreprises, hein, sur l'ensemble, plus de 15 000 entreprises sur l'ensemble du territoire national. Donc on a bien évidemment régulièrement dans les territoires des réunions d'information sur les thématiques de la ventilation et de la qualité d'air intérieur, en plus bien sûr des formations dont j'ai parlé précédemment. On le fait souvent accompagné avec des partenaires industriels qui peuvent parler effectivement des différentes solutions de ventilation, parce qu'on n'est pas en monoculture de système de ventilation, on a des systèmes différents en fonction des types de bâtiments, des usages, etc. Donc il y a des actions qui sont menées, et pour répondre précisément à la question de l'usager, moi je me répète, mais je pense qu'il faut davantage sensibiliser et démocratiser en fait la mesure. Ça va passer par la mesure, l'innovation, la mesure, de façon à ce que le particulier puisse visualiser le système de ventilation. Et nous, le message qu'on a fait passer à nos installateurs, profitons de la demande accrue aujourd'hui du remplacement des équipements thermiques pour venir également en force de proposition sur la ventilation. C'est-à-dire que quand on dit pas de rénovation sans ventilation, pour nos gens du génie climatique, mais aussi nos électriciens et autres qui sont des acteurs de la ventilation, qui puissent, à partir du moment où ils rentrent chez le particulier pour proposer des solutions de confort thermique, mais que ça ne soit pas une option, mais un package
qui permettent de proposer le confort thermique et le confort de ventilation et une qualité d'air intérieur. C'est ce package-là qu'on veut mettre en avant. Et d'ailleurs, on travaille avec les industriels, la distribution, pour que, j'ai envie de dire, en tête de gondole, on ait la possibilité de mettre en avant ces solutions-là, ces packages. En fait, on ne doit plus raisonner uniquement monoproduit ou monosolution, mais sur cette notion globale du confort. Professeur Deblay, je vous voyais opiner du chef, comme on dit en visio. Est-ce que vous souhaitiez réagir sur ce sujet du confort de vie et nous apporter votre éclairage également? Oui, je voulais réagir parce que je vous entendais, c'est la réflexion que vous faisiez, vous disiez oui, bon, d'accord, ça marche que pour les allergiques. Mais je vous rappelle que les allergiques, c'est 1/3 de la population française. Ça veut dire qu'il n'y a pas une famille française qui n'a pas un allergique. Autrement dit, c'est tous les Français. Donc, ce problème-là, j'ai exactement eu le même pour la pollution extérieure. Quand on s'adresse au pouvoir public, leur problème, c'est la cible. Finalement, on va améliorer la qualité de l'air, mais pour qui ? Et en fait, les allergiques qui représentent 30% pour l'instant, et dans 20 ans, ça sera 50% des Français, c'est véritablement la cible. C'est-à-dire que lorsqu'on va justement s'adresser, une famille va demander à un électricien d'installer à la fois le chauffage, là vous parliez de package, donc la ventilation et le chauffage, ce mot d'allergie, ce mot de maladie respiratoire, c'est quelque chose qui touche énormément de Français. Et 1/3 jusqu'à la moitié, ça veut dire c'est tous les Français. Donc c'est vraiment important de sauter de l'esprit que oui, ça touche c'est intéressant que pour les allergiques, mais les allergiques, c'est tout le monde. Et ça ne veut pas dire que tout le monde est allergique, mais tout le monde est concerné. Malgré tout, on sent que ce sujet de la qualité de l'air intérieur des bâtiments, le tertiaire est quand même en avance par rapport au résidentiel, qui semble faire un peu de résistance. Comment on l'explique, Pascal Housset, que voilà, le tertiaire, il y a vraiment des choses qui ont été faites. Maintenant, dans le résidentiel, ça commence à poindre le bout de son nez, mais il y a quand même un semblant de résistance. Alors, dans le tertiaire, c'est différent parce que c'est réglementaire. Il y a des obligations de renouvellement d'air vis-à-vis des salariés, des gens qui travaillent dans les locaux. Donc, on est sous d'autres réglementations. Alors qu'on a bien vu, on a parlé tout à l'heure du réglementaire dans l'habitat, hein, finalement, on n'est pas avec les mêmes contraintes et on n'est surtout pas dans les mêmes moyens de contrôle des systèmes. C'est pour ça que nous, on souhaiterait que dans l'évolution du DPE, que le volet prise en compte du diagnostic du système de ventilation soit davantage, je dirais, vérifié lors des DPE et de la transmission d'un bien, lorsqu'un bien est vendu, qu'on tienne compte effectivement de ce paramètre-là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Là, il y a une ligne qui existe, mais qui n'est pas prise en considération. Oui, un label qualité de l'air intérieur, c'est un objectif, Laurent Sifou. Alors pour le neuf, c'est une façon de, quelque part, matérialiser la meilleure qualité de l'air, puisqu'on n'a pas de capteurs de qualité d'air qui sont reconnus un peu partout. Se dire, j'achète ce bâtiment, il est réglementaire, ce bâtiment, il est labellisé qualité de l'air intérieur. Bon, je paierais peut-être un peu plus pour. Donc c'est dans ce sens que le label, pour nous, peut être intéressant. Mais moi, je reviens sur ce que disait Pascal sur le tertiaire. Il y a des réglementations aussi, c'est vrai, dans le tertiaire. Mais il faut distinguer le tertiaire bureau du tertiaire école. Parce que dans les écoles, par exemple, on vise 800 ppm de CO2, donc en taux de CO2, ce qui est une valeur très bien. Elle est atteinte dans combien ? 5% des établissements. Pourtant, c'est réglementaire. Et encore, je dis 5% pour dire quelque chose, parce que les 3/4 des écoles n'ont pas de système de ventilation. Donc, alors que dans les bureaux, au contraire, il y a des valeurs cibles, il y a effectivement la réglementation du travail qui fait que... Et puis les gens qui veulent louer leurs locaux savent que des locaux ventilés, les gens travaillent dans de meilleures conditions, d'ailleurs il y a des études, c'est ce que disait Pascal, qui prouvent qu'on est plus efficace dans un environnement avec un taux de CO2 faible, donc un bon renouvellement d'air. Les écoles où nos enfants sont censés quand même apprendre, donc ils sont censés mobiliser au maximum leur capacité cognitive, c'est là où le renouvellement d'air est le plus faible. Et justement, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, professeur Deblay, parce qu'on a parlé sur ces conséquences cognitives. On a beaucoup parlé des conséquences physiques, si je puis dire, mais les conséquences psychiques d'une mauvaise qualité de l'air intérieur, quelles sont-elles et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? Quels sont les dégâts, entre guillemets ? Alors, donc je suis un petit peu loin de ma spécialité, mais enfin, bon, je connais un tout petit peu.
Effectivement, c'est tout à fait juste, il y a des conséquences au niveau cognitif. Quand le taux de renouvellement d'air est faible, quand le TCO augmente, vous allez avoir votre attention qui va baisser, et donc vous allez avoir des enfants qui vont se sentir, disons, qui auront beaucoup plus de mal à suivre les cours. Et c'était très intéressant le point qui était soulevé à propos des écoles, parce que, vous voyez, pour vous donner un ordre d'idée, effectivement, les écoles, je partage complètement ça, puisque nous, ça nous arrive d'aller aussi mesurer dans les écoles les taux de renouvellement. Il n'y a pas de ventilation, il n'y a pas de VMC. Et par exemple, rien que pour vous donner un chiffre, il faut savoir donc que vous allez avoir, par exemple, les 13-14 ans, vous allez avoir dans la population 13-14 ans, vous allez avoir à peu près entre 12 et 15% de ces enfants qui sont allergiques, qui ont de l'asthme, plus qu'allergiques, qui sont asthmatiques. Et on a montré, par exemple, en Suède, quand dans une école, il y a plus de 23% de propriétaires de chats, les concentrations d'allergènes de chats dans l'air de la classe correspondent à une maison qui abrite un chat. Et donc, les Suédois n'ont pas d'acariens parce qu'il fait froid et sec. Et donc, par contre, leur première cause d'allergie, c'est le chat. Et donc, les enfants qui étaient sensibilisés, c'est-à-dire qu'il y a des anticorps de l'allergie pour le chat, lorsqu'ils rentraient en classe, dans les 15 premiers jours de la rentrée, ils faisaient des crises d'asthme sévères et certains étaient obligés d'aller aux urgences. Donc vous voyez toutes les conséquences tout à fait pratiques quand vous racontez ça à des parents, quand vous racontez ça à des élus, ça, ce sont des choses qui parlent. Donc on voit que le sujet est d'autant plus d'importance, que ce soit à la fois dans les ERP, que ce soit à la fois dans l'habitat traditionnel. Moi j'avais une question, Laurent, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de décliner dans l'habitat traditionnel les solutions techniques de ventilation qui sont mises en place dans certains ERP, notamment comme les hôpitaux, où là la QAI, la qualité de l'air intérieur, est scrutée à la loupe. Ah oui. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui? Ouais. Les systèmes existent, alors très peu développés en France, il faut le reconnaître, parce que c'est moins de 10 ans, quelque part, on va s'aligner sur l'exigence réglementaire qui est basse, du coup on met des systèmes qui sont peu évolués. Mais si vous prenez nos voisins européens, il y a des systèmes qui régulent très bien sur le CO2, qui vous garantissent le taux de CO2 que vous voulez dans chaque pièce. Donc les technologies, elles existent. Maintenant, le marché n'existe pas en France. Et il n'existe pas parce qu'il y a ce problème de sensibilisation, et parce qu'il faut reconnaître aussi que s'il existe ailleurs, c'est parce que réglementairement, les pouvoirs publics ont décidé de mettre plus l'accent sur l'exigence de qualité de l'air que chez nous. Est-ce que cette sensibilisation, Pascal Housset, elle passe aussi par une question de formation des installateurs notamment et des personnes qui travaillent dans tout ce qui est système de ventilation? Comment on pourrait finalement muscler leurs compétences sur leur sujet pour qu'ils puissent, eux, y être sensibilisés, qu'ils comprennent les tenants aboutissants et surtout qu'après, ils puissent en parler à leur clientèle finale? Alors c'est ce qu'on fait, c'est ce que je disais précédemment, c'est qu'on a mis en place des actions dans les territoires auprès de nos installateurs pour les informer, les former, les sensibiliser sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, on a d'excellents retours, puisque sur notre dernier congrès que nous avons fait à l'UMGCCP, bon nombre d'entreprises, d'installateurs que j'ai pu croiser, me disaient, effectivement, ils ont développé cette activité-là au sein de leur entreprise. Et finalement, ils ont créé de nouveaux services auprès de leur clientèle et ça fonctionne très bien. Donc, c'est de la valeur ajoutée aussi pour l'entreprise. Certains, d'ailleurs, ont recruté des personnes supplémentaires, des techniciens supplémentaires pour pouvoir à la fois pouvoir répondre à l'installation, mais aussi ont développé la maintenance. Donc là, on a un axe aussi important de développement, c'est la maintenance des systèmes de ventilation, là où il y en a, comme on disait tout à l'heure. Et même en tertiaire, on s'aperçoit que, malheureusement, y compris dans des écoles, on s'aperçoit qu'il y a des systèmes de ventilation, là où il y en a, qui ne sont pas entretenus. Donc on a des systèmes, finalement, qui sont peu performants, voire pas performants du tout, parce que pas de filtre remplacé, pas de nettoyage de gaine, pas de nettoyage de bouche. Enfin, les installations, elles ont été mises en service et point. Voilà, donc effectivement, il y a du chemin, mais comme disait Laurent, je pense que ça doit passer par plusieurs axes. En fait, c'est du multicanal au niveau de l'action, les actions qui doivent être menées, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs filière maintenant, Association française de ventilation, c'est d'action auprès des installateurs, des mainteneurs,
action aussi, communication vers le grand public. C'est ce qu'on fait avec l'ADEME, notamment, dans le cadre d'un Green Deal aussi sur lequel nous sommes engagés. Et puis des actions aussi auprès du gouvernement. Je suis membre du Conseil national de l'air depuis quelques mois. Et donc, avec la députée Claire Pitella, qui est présidente de ce Conseil national de l'air, nous sommes en train de travailler pour justement voir comment on peut faire évoluer ce sujet. Et c'est pour ça qu'on a besoin de travailler également avec les médecins, avec les professionnels de la santé. Ça nous semble important. Et c'est pour ça que je tiens à remercier le professeur Deblay de son partage, et de son expertise qui va nous permettre de faire avancer ces sujets. Voilà, donc je dirais que les choses ont déjà, depuis 3 ans qu'on a créé cette association, avancent à grands pas. On est maintenant sur une phase un petit peu entre deux. On a avancé dans le neuf et là, l'objectif, c'est la rénovation, la priorité des établissements scolaires et puis pouvoir justement démocratiser et embarquer davantage l'usager sur la bonne ventilation et la qualité d'air intérieur des bâtiments. Voilà les actions, en tout cas, qui sont en train d'être menées actuellement. Et au-delà, est-ce que finalement, on peut l'avoir comme un relais de croissance, la qualité de l'air intérieur pour nos installateurs? Est-ce que d'un point de vue économique, c'est aussi intéressant pour eux, parce que c'est aussi un sujet qu'on peut mettre sur la table? Laurent Sifou. Forcément, mettre un système de ventilation là où il n'y en a pas, ça va rapporter, c'est du chiffre d'affaires additionnel. Mettre un système modulé là où il y avait un système à débit fixe, c'est du chiffre d'affaires additionnel. Mettre un double flux là où il y avait un système modulé, c'est aussi du chiffre d'affaires additionnel. Globalement, aller vers plus de technologie et plus de qualité d'air, ça va forcément tirer le chiffre d'affaires de la filière. Donc on a cet intérêt économique également, bien sûr. Vous parliez de technologie, les innovations. Est-ce qu'il y a des choses Alors, vous parliez tout à l'heure des capteurs de CO2 qui sont en train de s'améliorer, des sujets sur lesquels vous travaillez. Quelles innovations vont arriver dans les prochains mois, les prochaines années? Alors, pour tout vous dire, on vend quasiment les mêmes produits qu'il y a 40 ans. Non, D'accord. J'exagère. J'exagère, mais le principe reste un peu le même. Effectivement, on est passé avec des produits qui consomment quasiment plus rien. Aujourd'hui, une ventilation modulée, ça consomme entre 10 et 15 watts en permanence. Votre box Internet, elle doit consommer 30 ou 40 watts en permanence. Bon. Et il y en a qui trouvent que c'est trop, puisqu'il y a des gens qui disent qu'il faut absolument de la ventilation naturelle. Bon, 15 watts pour contrôler le renouvellement d'air, c'est quand même pas beaucoup. Donc on s'est beaucoup amélioré sur la maîtrise des consommations énergétiques. Et ensuite, moi j'ai envie de dire que la plupart des solutions existent, pas forcément en France, mais dans des pays connexes. Et on n'attend que cet appel d'air du marché pour les introduire en France. Mais pour l'instant, c'est vraiment besoin de sensibilisation. Les offres, elles existent. Simplement, il faut arriver à ce que le particulier il voit son intérêt. Et bon, c'est ce que disait Pascal, de la communication via l'ADEME. Alors si je peux revenir sur le DPE, parce que ça c'est important. Aujourd'hui, dans le DPE, si vous n'avez pas de ventilation et que vous mettez une ventilation, vous êtes pénalisé thermiquement. Parce qu'ils considèrent que si vous avez une ouverture des fenêtres, il n'y a pas de renouvellement d'air, donc ça ne consomme pas. Et il n'y a pas de moteur, ça ne consomme pas. Dans l'absolu, c'est vrai. Mais est-ce qu'on ne devrait pas mettre un forfait de consommation, quand Pascal disait, est-ce qu'on n'a pas droit à consommer pour avoir de la qualité d'air? Et imposer ce forfait, même à ceux qui ne l'ont pas, en leur disant, comme ça, quand tu mettras une ventilation, en plus, tu vas gagner. Tu vas gagner en qualité d'air et tu vas gagner sur ta classe DPE. Donc il y a quand même des réflexions à faire pour arriver à amener les gens à aller vers la ventilation. Et ça viendra, alors c'est vrai que j'insiste beaucoup sur le côté réglementaire parce qu'on parle de quelque chose d'intangible dont on mesure juste les conséquences. Souvent on a le nez pris. Moi j'ai une collègue qui m'a dit, qui a changé de bureau, elle me disait, quand j'étais dans les anciens locaux, j'ai changé mes lentilles parce que j'avais mal aux yeux. Et puis là, je me rends compte qu'en fait, ce n'était pas les lentilles le problème. Et là, je suis dans un autre bâtiment et j'ai plus de problème aux yeux. Et donc, elle a mis en cause la qualité d'air des locaux précédents. Mais il faut travailler dans le milieu pour faire le lien entre je change mes lentilles, j'ai les yeux secs, et en fait, c'est un problème de qualité de l'air. Donc, on sera toujours confronté à ça. Donc, des spécialistes et des médecins ont conscience de ça, mais le particulier lambda, il va falloir l'amener. Alors, justement, il va falloir l'amener, professeur Deblay. Il y a un nouvel usage de nos habitats individuels depuis la crise Covid, avec notamment l'explosion du télétravail. Est-ce que ça change fondamentalement la donne sur le sujet de la qualité de l'air intérieur? Et ça y est, les gens commencent à se rendre compte que, notamment en vivant chez eux, en travaillant, en restant enfermés, comme je le disais en introduction, qu'on passe 85% du temps de nos journées à l'intérieur. Est-ce que ce télétravail,
ça crée un électrochoc, d'après vous? Alors effectivement, le télétravail, ça pose deux problèmes. Ça pose des problèmes pour le salarié, ça pose des problèmes pour le chef d'entreprise. Alors pour le salarié, effectivement, ça je suis assez, j'y crois assez. Je pense que les gens vont prendre de plus en plus conscience du rôle de l'environnement intérieur sur leur santé. Et là, la ventilation, l'humidité, là je crois qu'on a beaucoup insisté sur l'humidité parce que l'humidité, effectivement, a des effets tout à fait délétères, enfin nocifs pour les personnes, c'est-à-dire que ça favorise le développement des acariens, des moisissures, et là aussi le relargage de certains polluants chimiques secondaires à l'intérieur des logements. Donc un problème effectivement pour le salarié et un problème pour le chef d'entreprise, parce que pour le chef d'entreprise, il va falloir comment est-ce qu'il va controler. Là, vous avez bien insisté sur la réglementation dans le tertiaire où les choses sont bien cadrées parce que là, le tertiaire, les bâtiments donc, qui appartenaient à l'entreprise, on peut les contrôler. Mais comment est-ce qu'un chef d'entreprise va pouvoir contrôler la qualité de l'air de son salarié? Quelles vont être les conséquences? Là aussi, c'est toute une réflexion qu'il va falloir avoir dans les mois qui viennent. Pascal Housset, vous souhaitiez réagir? Oui, alors le professeur Deblay a tout à fait raison de soulever ces points-là parce qu'on on le voit bien dans les demandes auprès de nos entreprises. J'ai envie de dire qu'on l'a vu ces derniers temps aussi si je fais le parallèle avec le confort d'été, la climatisation. On a même vu des entreprises, des groupes qui ont payé de la climatisation à certains de leurs responsables qui travaillaient chez eux en télétravail. Ils ont pris en charge. Alors, est-ce que demain, il y aura une prise en charge de la bonne ventilation et de la bonne qualité d'air intérieur de leurs salariés? Je ne sais pas. C'est une question ouverte, comme on dit. Toujours est-il que oui, on voit qu'il y a de toute façon, vis-à-vis du grand public, on voit bien qu'il y a une vraie sensibilité que l'on n'avait pas avant Covid déjà. L'après-confinement et là quand même la continuité en grande partie du télétravail, même si ça a réduit un peu, les gens retournent un peu plus dans les entreprises. Il y a des chiffres qui circulent. Néanmoins, n'en reste pas moins qu'on sent quand même que dans la discussion avec le consommateur, avec le particulier, on a une plus grande sensibilité à la qualité d'air intérieur des bâtiments. Donc je pense qu'il faut continuer. La communication, on l'a dit, va être importante. Donc ça, on a des plans de communication qui sont prévus. Et c'est important aussi qu'on puisse, que j'insiste, travailler avec le monde médical parce que, en fait, de manière très pragmatique, en fait, il faut définir qu'est-ce que c'est une bonne qualité d'air intérieur, avoir les points précis de retour du milieu médical pour pouvoir installer de bons systèmes de ventilation en partenariat avec l'industrie et avec la recherche et développement de l'industrie. Voilà le chaînon, en tout cas, qu'on souhaite mettre en place pour arriver à proposer des systèmes performants, avec des prix qui restent accessibles à tout à chacun. De la revalorisation qui est faite aujourd'hui dans le cadre de la rénovation globale, je pense qu'il y a de quoi faire, en tout cas pour nos installateurs. Dans quelques minutes, d'ailleurs, on prendra vos questions. Vous pouvez encore nous les envoyer via la plateforme. Nicolas se fera le relais de vos interrogations. Mais avant, dans cette dernière ligne droite, professeur Deblay, on a parlé effectivement de l'impact d'une mauvaise qualité de l'air intérieur. On a vu les impacts physiques, on a vu les impacts dans l'habitat traditionnel. On a parlé un petit peu du tertiaire également. Moi, j'ai envie de poser une question plus positive. Quels sont les impacts d'une bonne qualité de l'air intérieur? Qu'est-ce qu'on y gagne concrètement? Alors, qu'est-ce qu'on y gagne concrètement? Alors, on a des études, on a des données très claires. Lorsque finalement vous arrivez à réduire les allergènes, par exemple à l'intérieur d'une maison, on a démontré de façon claire qu'il y a une amélioration de l'asthme, une amélioration, les enfants font moins de crises, prennent moins de médicaments, vont moins aux urgences. Alors, on a des travaux américains. Pour vous dire, c'est que le métier de conseiller en environnement intérieur que nous avons créé en France, qui ont été repris par les Américains, dans certains États des États-Unis, c'est un métier qui est pris en charge par les assurances privées. Donc, effectivement, on voit l'effet bénéfique. Ça, c'est par exemple pour l'asthme et pour les allergies. Si on prend des maladies comme les gens qui sont sous chimiothérapie, qui sont immunodéprimés,
Le fait, par exemple, de diminuer les moisissures, donc de ventiler mieux, d'avoir une diminution de l'humidité relative et donc ça va donc permettre la diminution des moisissures, parce que les moisissures en elles-mêmes peuvent entraîner des maladies en dehors des allergies. Là aussi, on commence à voir des démonstrations sur ces phénomènes. On a montré également que chez les patients qui sont BPCO, alors BPCO, c'est des gens qui ont des bronches qui ne fonctionnent pas à cause du tabac. Donc, ce sont des gens plus âgés, d'entre 50 et 60 ans, et on a montré aussi que lorsqu'on réduit les polluants particuliers à l'intérieur des maisons, on a une amélioration. Donc, on voit bien qu'il y a véritablement des données claires, scientifiques, publiées dans des très bons journaux, qui démontrent l'efficacité de l'amélioration de la qualité de l'air intérieur. Et donc, c'est vraiment, je crois, il faut continuer à travailler dans ce sens. Et moi, je dois dire, je me félicite de voir enfin la prise en compte de la ventilation de façon officielle est en train d'arriver dans notre pays, et ça me fait très plaisir. Et c'est vrai, ça y est, le travail conjoint se met en route entre associations, industriels, entre également vous, médecins, et avec ces nouvelles annonces gouvernementales autour des aides à la rénovation globale, on a bon espoir sur ce sujet de la qualité de l'air intérieur des bâtiments. Alors on va passer à vos questions puisqu'il y en a eu énormément. Pour rien ne vous cacher, vous professeurs à distance et vous ici en plateau, Laurent et Pascal, on m'a dit en régie, ils se sont lâchés. Donc on va prendre le temps de répondre à pas mal de vos questions. Il nous reste du temps et c'est Nicolas de l'UMG-CCP qui va se faire le relais. La première. Bonjour à toutes et tous. Alors, une des premières questions concerne les périodes de canicule qui augmentent de plus en plus avec le réchauffement climatique. Et certains se posent la question de savoir quel impact ont les canicules sur la qualité de l'air intérieur. Excellente question. Pascal, est-ce que vous souhaitez prendre la parole ? Alors, en fait, c'est à double tranchant cette question, puisque en fait, dans un habitat, lorsqu'il fait très chaud, on a tendance plutôt à tout fermer. Donc à fermer les fenêtres, fermer les volets, en fait, pour éviter que la chaleur ne rentre. Donc là encore, ça démontre bien que si la maison ne possède pas un système de ventilation bien fait, finalement, on rend totalement isotherme la maison. Bon, ça n'empêche pas qu'il y ait quand même de la chaleur qui arrivera à un moment donné, mais ça va avoir un impact, oui, effectivement, sur la ventilation. Maintenant, l'été, c'est vrai que les gens ont tendance, en même temps, à aérer davantage la maison. Ils ouvrent plus facilement les fenêtres, du fait que, ils n'ont plus le chauffage qui fonctionne, donc il y a moins de risques de déperdition et de consommation de chauffage. Mais tout ça, ça démontre bien que c'est, je dirais, des systèmes qui ne sont pas efficaces finalement. Donc, encore une fois, ça démontre bien la nécessité d'avoir un bon système de ventilation qui soit régulé, automatique et qui va permettre de gérer ça. Et lorsqu'on a une ventilation de type double flux, on le disait tout à l'heure, l'avantage, c'est qu'en toute saison, le système double flux, lui, l'air est traité, est filtré, puisqu'on a un croisement qui se fait entre l'air qu'on extrait et l'air qu'on aspire. Et on peut aussi traiter thermiquement cet air. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut coupler ces systèmes-là avec une pompe à chaleur qui va permettre soit de réchauffer l'air donc en hiver, soit de le rafraîchir en été. Voilà. Donc on peut aussi allier ventilation, renouvellement d'air et traitement d'air. On parlait tout à l'heure de faire la comparaison entre les systèmes qui étaient faits en tertiaire, ce qu'on appelle les centrales de traitement d'air. Donc on est capable de faire ça en miniature, mais en tout cas dans des dimensions et des puissances adaptées pour l'habitat. Voilà, pour un petit peu la réponse. J'espère avoir répondu en tout cas à notre auditeur sur cette question. C'était une réponse très complète. Nicolas, on peut prendre une seconde question. Oui, il a été évoqué durant les échanges les dernières annonces des pouvoirs publics sur la rénovation globale. Notamment, est-ce qu'il serait possible d'avoir des précisions quant à l'impact qu'auront ces annonces sur l'amélioration de la qualité de l'air intérieur ou la prise en compte de la ventilation lors des rénovations globales ? Alors ça, je pense que c'est pas simple à répondre parce qu'il y a eu un effet d'annonce. On a annoncé ce coup de fouet porté à 5 milliards d'euros d'aides par an. Est-ce que le volet qualité de l'air a été abordé ? Oui, alors il est abordé, il l'est et il va continuer à l'être.
Et nous, on mesure. C'est-à-dire quand je dis nous, c'est l'Association française de ventilation avec les industriels et le groupement des industriels, donc qui est en l'occurrence Uniclimat. On mesure, et aussi avec la distribution, les volumes de vente des produits et les types de produits qui sont diffusés. Donc on a ce qu'on appelle un GT marché au sein de notre association qui permet de mesurer effectivement les impacts concrets en termes d'installation qui peuvent être faits sur les territoires. Et puis, on a aussi, nous, la mesure auprès de nos installateurs pour prendre le pouls également, pour voir l'impact que ça peut avoir auprès du public, en termes d'incitation, en tout cas, à faire des installations de ventilation. Laurent, est-ce que vous avez un avis sur la question? Vous pensez que ça va changer les choses? Qu'est-ce que ça va amener? En termes de communication, je pense que c'est important, puisqu'on reprend ce slogan « Pas de rénovation sans ventilation ». Après, comme tout dispositif d'aide, il faut voir ce qui va en sortir. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait du contrôle. Surtout s'assurer que c'est pas juste on a jeté une ventilation dans les combles et puis donc on a coché la case, mais c'est qu'en plus, elle a été installée correctement et qu'elle fonctionne. Et ça, je ne l'ai pas vu, je crois, dans les annonces, mais peut-être que ça va venir. On l'espère. Nicolas, on peut prendre une troisième question. Alors c'est une question qui concerne la sensibilisation. Certains constatent qu'il est très rare de voir des campagnes d'information via la pub par les fabricants sur ce sujet de la ventilation. Certains s'interrogent pourquoi. Alors justement, en tant qu'industriel, cette question est pour vous, Laurent. Tout à fait. On a fait pas mal de campagnes. Alors si, Atlantique a beaucoup communiqué sur la qualité de l'air intérieur. On a fait des spots télé également. Et pourquoi on ne communique pas plus? Parce que ça coûte très cher en fait de communiquer vers le particulier. Donc, on a beaucoup communiqué sur la qualité de l'air intérieur et on s'est rendu compte malheureusement qu'il y avait... C'est très vague, qualité d'intérieur pour les gens. Et même dans les études qu'on fait, on se dit que qualité d'air intérieur, c'est un terme technique. Et que les gens préfèrent entendre parler d'air sain. Et ça, mais c'est compliqué de faire le lien avec la ventilation. Donc moi, je pense qu'on ne peut pas attendre des industriels de diffuser cette bonne parole. Alors l'AFV est peut-être un peu plus légitime, mais je pense que c'est plus l'ADEME ou les conseillers médicaux ou des gens qui sont plus légitimes. En fait, nous, on est des gens qui vendons des systèmes qui assurent un renouvellement d'air, qui contribuent à la qualité de l'air intérieur. Point. Professeur Deblay, justement, est-ce que ce terme de qualité de l'air intérieur, justement, n'est pas un peu flou pour le grand public? Et Laurent nous disait peut-être employer le terme d'air sain. Est-ce que c'est pas un terme trop médical, qualité de l'air? Il faudrait employer, je sais pas, quelque chose qui parle plus pour que les gens soient sensibilisés. C'est tout le problème de l'environnement, que ce soit extérieur ou intérieur, c'est d'arriver à trouver des termes qui parle aux gens. C'est-à-dire, c'est vrai qu'air sain, c'est mieux, puisque ce qu'il faut surtout pas, il faut éviter, c'est de dire que la ventilation va permettre de vous éviter d'avoir des maladies, parce que c'est pas évident que des maladies, on en aura. Mais par contre, parler d'air sain, je pense que la notion, et c'est très intéressant, si vous voulez. En fait, si vous me donnez juste 15 secondes, depuis l'avènement des antibiotiques, c'est-à-dire en gros depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a perdu les médecins, et j'en prends part, je fais partie des médecins, la médecine a oublié ce que c'était que l'hygiénisme. Et donc en fait, et là on est en train de le redécouvrir. On est en train de le redécouvrir à cause de deux choses. Il y a eu la crise Covid et puis il y a le réchauffement climatique. Et donc en fait, c'est ça. Et ça, je pense que les personnes commencent à se rendre compte de l'importance de l'hygiène. Et donc, ça fait partie de l'hygiène. Ventiler son logement, ça fait partie de l'hygiène. C'est tout à fait... Quand Haussmann a construit les immeubles haussmanniens, il avait une réflexion de ventilation, puisqu'il a fait ses cours intérieurs, il y avait des courants traversants. À chaque fois, toute l'architecture, si vous prenez l'histoire de l'architecture a été en grande partie réfléchie pour des raisons sanitaires. Là, je m'étendrai trop, mais je suis prêt un jour à vous en reparler si vous voulez. Mais en tout cas, c'est peut-être cette notion-là qu'il faut faire redécouvrir aux gens, c'est la notion d'hygiène. Pascal. Oui, alors en même temps, j'ai presque envie de dire, on brainstorm sur ce plateau, c'est extraordinaire, parce qu'on pourrait parler d'hygiène de l'air finalement, tout simplement. Donc on redécouvre l'hygiène de l'air. Voilà, donc ça peut-être ça finalement le message à faire passer à nos concitoyens. Donc pour rebondir sur deux sujets, sur les propos de Laurent, en premier lieu sur la communication. Oui. Moi je pense beaucoup que l'ADEME a un rôle à jouer, parce que l'ADEME est connu du grand public.
reconnu comme quelque chose de sérieux. Il n'y a pas de parti pris, de marque, etc. C'est neutre. Donc je pense que l'ADEME a un vrai rôle à jouer. D'ailleurs, on travaille encore une fois en ce sens avec l'ADEME dans le cadre du Green Deal sur lequel nous sommes engagés avec le plan du bâtiment durable. Ensuite, sur les contrôles. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a chez Qualité ENR, il y a un label Ventile Plus, une qualification label Ventile Plus qui existe, qui est utilisé. Le nombre d'installateurs qui ont cette qualification monte en puissance d'année en année. Pas suffisamment à mon goût, mais ça continue à monter. Et c'est un label RGE, donc ça veut dire qu'il y a de l'éco-conditionnalité. La problématique des aides sur les systèmes de ventilation, c'est les risques d'éco-délinquance, c'est les risques de fraude. Dès qu'il y a des aides, des subventions, qu'elles soient PrimeRénov' ou C2E, c'est ce risque que ça soit capté par des éco-délinquants. Alors, oui, il y a des audits qui sont mis en place. Après, on peut indiquer que la méthode n'est pas forcément la bonne, parce que comme on dit, trop d'audits, tu l'audites, et ce n'est pas forcément organisé. En plus, il faut mesurer ce que je dirais le coût carbone de ces audits, et aujourd'hui, c'est pris très au sérieux. Donc nous, ce qu'on propose professionnels, et les organisations professionnelles travaillent en ce sens actuellement, installateurs, mainteneurs, pour mettre ce qu'on appelle un CERFA ou un Consuel sur les systèmes de ventilation. Donc c'est un peu la fiche d'identité qui retrace l'installateur, le particulier ou l'endroit où l'installation a été faite, comme on a su le faire depuis plusieurs décennies pour les chaudières à gaz, ou le Consuel pour les installations électriques. Et le CERFA, c'est une sécurité aussi pour le client final. C'est un document qui est valable 10 ans, donc ça veut dire que même s'il y a une revente du bien, etc., ça suit chez le notaire. C'est connu de notre filière, puisque les installateurs ont l'habitude de le pratiquer, les certificats de conformité gaz et les consuels pour les électriciens. Donc on ne réinvente pas l'eau chaude, on met un système en place qui est bien connu, et on sécurise. Donc actuellement, on travaille avec les pouvoirs publics là-dessus, une lutte contre la fraude avec la DGCCRF, donc sur effectivement faire la chasse aux structures d'éco-délinquants, parce que si on veut avoir un marché qui soit comme l'air, qui soit sain, il faut mettre les actions en place. Il nous reste encore le temps de prendre quelques questions. Nicolas, une nouvelle. Oui, il a été évoqué tout à l'heure que la pollution intérieure était souvent liée à l'occupation et à l'activité humaine et au mobilier qu'on pouvait mettre, aux produits utilisés, etc. C'est vrai qu'on avance souvent le CO2 comme un marqueur de la qualité de l'air intérieur. Se limiter à ce seul marqueur est-il suffisant pour s'assurer d'une bonne qualité de l'air intérieur dans les logements ? Alors, professeur Deblay, peut-être déjà d'un point de vue médical, vous, quel est votre avis sur cette question ? Est-ce qu'on se limiter au CO2, est-ce que c'est suffisant pour garantir une bonne qualité de l'air intérieur ? Alors, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on peut rêver et se dire qu'il faut faire il faut mesurer un certain nombre de facteurs ou d'éléments dans une maison. Moi, je crois déjà, si on fait déjà ça, c'est déjà très bien, et ça nous permet déjà de voir le niveau de confinement d'une maison. Et déjà, commençons par faire ça. Et puis, par la suite, peut-être qu'on pourra toujours envisager de faire des choses un peu plus compliquées. Depuis toujours, c'est dans le problème de la qualité de l'air intérieur, il y a toujours eu, il y avait des laboratoires ou des entreprises qui voulaient faire justement des mesures à domicile. Ça n'a jamais multiples, ça n'a jamais très bien marché. Donc, commençons par ça sera déjà très bien. Oui, parce que ce que vous disiez tout à l'heure, Laurent Siffou, c'est que sur la question du CO2, on peut encore faire mieux, on peut aller plus loin. Et est-ce que d'un point de vue aussi innovation et technique, on pourra avoir des choses pour mesurer plus ? Est-ce que c'est possible et qu'est-ce qui est prévu ? Les capteurs CO2, aujourd'hui, ça coûte moins de 10 €. Oui. Donc c'est facile de mesurer le CO2. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on le fasse dans les salles de classe, ça aiderait aussi à voir. Mais si vous mettez des capteurs de CO2 et une régulation qui s'assure que vous avez un taux de CO2 qui reste bon, c'est-à-dire qu'il y a assez de renouvellement d'air par rapport à l'occupation, pour moi, vous aurez réglé quand même beaucoup des problèmes, parce qu'il faut en gros 25 mètres cubes heure au moins par personne pour avoir une respiration correcte. Et ça suffit largement à évacuer les petits polluants qui viennent des meubles quand vous êtes en occupation. Donc on va tout régler. Bien sûr, si les gens aspergent de produits chimiques, ou on parlait des punaises de lit, ils mettent des produits contre les punaises de lit, ça ne va pas suffire. Mais pour une pollution dite normale, en utilisant des produits normaux,
s'assurer que le taux de renouvellement d'air est suffisant en occupation grâce à des capteurs de CO2 devrait quand même singulièrement améliorer la qualité de l'air de tout. Justement, là-dessus, j'aimerais rebondir à votre propos quand vous dites les gens aspergent de produits chimiques et autres. Professeur Deblay, il y a quelque chose qui finalement va être très difficile à combattre, entre guillemets, c'est les comportements individuels. On aura beau mettre tous les systèmes de ventilation que l'on veut, toutes les réglementations, toutes les aides en face. Les comportements individuels, notamment je pense à ceux qui aiment bien voir de l'encens chez soi, parce que ça sent très bon, mais ça c'est pas très bon pour la qualité de l'air intérieur. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Est-ce qu'il faut faire de la communication comme mangerbouger.fr et dire attention comportement individuel? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour changer ça? Alors, c'est tout à fait ça. Alors, vous avez l'encens, mais vous avez aussi les huiles essentielles. Il y a quand même une entreprise qui fait beaucoup de publicité, avec même des grands champions, qui met en avant l'efficacité des huiles essentielles. On l'a mesuré, nous, on a trouvé des concentrations de composés organiques volatiles qui étaient de l'ordre de 26 000 microgrammes par mètre cube lorsqu'on les utilisait, pour utiliser ces produits-là. Donc, je rappelle que la norme, elle est aux environs de 450 microgrammes. Donc, on est vraiment très au-dessus des normes. C'est certain, nous, je peux vous dire qu'on en est à notre peut-être 25e année de leaflets, d'informations des personnes, justement sur la façon de bien se comporter dans un logement, pour les logements sociaux. On l'a fait à Strasbourg, on l'a fait dans d'autres villes en France. Et effectivement, c'est très long. C'est un phénomène éducatif, c'est un phénomène culturel, donc ça va dépendre aussi des différentes cultures que peuvent avoir les habitants. Et là, on est vraiment dans le domaine de l'éducation. Et je pense que là, il va falloir continuer à faire de l'éducation, mais je pense quand même que de la sensibilisation grand public, là je reprends un peu les toutes premières questions, c'est vraiment important de faire des campagnes régulières tous les ans. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter d'une seule campagne pendant 3 mois. C'est-à-dire que c'est vraiment des campagnes sur plusieurs mois, sur des sujets différents, des campagnes qui vont être déclinées au niveau national, mais au niveau local. Et à chaque fois, on reprend le même sujet. Et là, ça finit tout doucement à venir, d'autant plus qu'on arrive là sur une période, on va dire, assez favorable, où les gens écoutent plus facilement tout ce dont on peut, quand on va parler par exemple de qualité, on va parler d'hygiénisme, quand on va parler de la qualité de l'air, quand on va parler de l'air sain, c'est quelque chose qui va évoquer pour eux quelque chose de positif. Mais tout ça, c'est effectivement, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, et souvent, ce qui est difficile là, c'est d'expliquer au pouvoir public ce qu'on veut et pourquoi est-ce qu'ils doivent mettre de l'argent pour cette campagne-là, quels bénéfices vont-ils en tirer? Une nouvelle question. Nicolas, on a encore un peu le temps. Oui, vous avez évoqué tout à l'heure qu'avec un système de ventilation, on pouvait renouveler 12 fois par jour l'air d'un logement et qu'avec une aération par fenêtre, on n'arrivait pas à ce niveau de ventilation. Selon vous, combien de temps faudrait ouvrir les fenêtres pour atteindre le niveau de ventilation que vous avez évoqué? Alors Laurent, ça c'est intéressant parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, la fenêtre. La taille des fenêtres. La taille des fenêtres. Si vous avez une ouverture des fenêtres automatisée et qu'il y a du traversant parfaitement géré, moi j'ai envie de dire, vous pouvez atteindre le même résultat. Vous avez, si vous l'ouvrez 12 fois avec le temps qu'il faut, et peut-être que c'est 10 minutes, peut-être c'est un quart d'heure, ça dépend du vent, ça dépend de l'air. Donc il vous faut aussi des paramètres à mesurer pour être capable de faire le bon renouvellement d'air au bon coût énergétique, hein, parce que si vous faites 3 fois le renouvellement d'air, vous aurez 3 fois le coût énergétique. Donc ça, ce serait possible. Le truc, c'est qu'on va parler d'ouverture des fenêtres comme un système de ventilation alors qu'elle n'est même pas automatisée. Il n'y a aucun capteur, c'est juste on compte sur les gens. Donc qui c'est qui va aller faire le tour de sa maison, ouvrir toutes les fenêtres de la maison 12 fois par jour pour avoir et puis le bon temps qu'il faut? Bon, c'est illusoire. Et pourtant, aujourd'hui, c'est considéré comme un mode de ventilation. Vous regardez le DPE, vous avez ventilation par ouverture des fenêtres. Non, système de ventilation mis en place, ventilation par ouverture des fenêtres. Et ils disent et défaut d'étanchéité. Il n'y a pas de ventilation. Donc on ne peut pas atteindre ces 12 fois par jour avec une ouverture des fenêtres. Et si elle était automatisée, il faudrait qu'elle soit sacrément bien pilotée pour arriver à le faire.
Pascal, vous souhaitez réagir au prono? Non, mais Laurent a très bien. Laurent a tout à fait bien résumé le sujet, donc j'ai rien à ajouter. C'est très précis, donc la réponse est claire. On prend une nouvelle question. Alors, l'installation d'un système de ventilation nécessite parfois l'intervention de plusieurs corps d'État. Comment pourrait-on faire pour éviter, lors de renouvellement des fenêtres, que les entrées d'air soient, par exemple, supprimées? Ça, c'est une bonne question. Oui, alors ça, je peux y répondre par contre, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Je suis confronté régulièrement dans mon entreprise à ce genre de problématiques chez les particuliers. Là aussi, sensibiliser. Alors, nous, à la Fédération française du bâtiment, on a pris le pli de travailler en fait avec les autres unions métiers. Et donc, aujourd'hui, on fait des points en commun. Donc, lorsqu'on fait des thématiques autour de la ventilation, on fait venir d'autres corps de métier, notamment les plaquistes, mais aussi les gens des fenêtres. On a nos couvreurs, bien évidemment, qui en font partie également. Donc, on amène différents corps de métier pour les sensibiliser aux bonnes actions à mener lorsqu'il y a effectivement des remplacements de fenêtres. Alors, lorsqu'on a des remplacements de fenêtres qui sont faits par des professionnels du bâtiment, je dirais qu'en général, on arrive à peu près à le gérer puisqu'on fait ces campagnes d'information. Lorsqu'on est sur des industriels de la fenêtre, finalement, qui sont des franchisés, des chaînes, etc., c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas forcément de contact direct avec eux et on peut difficilement leur passer des actions. Alors ça sera plus une action faite au sein de l'Association française de ventilation pour se rapprocher en fait des représentants des industriels de la fenêtre pour pouvoir faire passer des messages. Voilà, donc c'est pas sans action, mais c'est plus compliqué, en tout cas, à faire passer les messages, alors qu'avec nos entreprises du bâtiment, les organisations professionnelles le font beaucoup mieux et plus rapidement. Allez, il nous reste 5 petites minutes à passer ensemble avant de terminer cette émission. Je sais que vous vous dites à distance, mais ils n'ont pas répondu à toutes les questions, c'est pas possible. Pas d'inquiétude, toutes les questions vont être transmises à l'UMG-CCP. On tâchera de vous apporter une réponse personnalisée dans les plus brefs délais. On peut prendre une nouvelle question, Nicolas. La question suivante concerne une typologie de systèmes de ventilation, notamment les VMC simple flux hygroréglables, type B notamment. Comment assure-t-elle un renouvellement suffisant pour obtenir une bonne qualité de l'air intérieur et comment s'assure-t-on qu'elle fonctionne correctement? Laurent, sur ce sujet. Alors, ce qui est intéressant avec la ventilation hygroréglable de type B, c'est que je vous parlais tout à l'heure de 12 renouvellements d'air par jour avec un système à débit fixe. Là, on va moduler en fonction du besoin. Donc, on ne va pas ventiler quand vous n'êtes pas là, ou plutôt on va ventiler moins. Ce qui fait qu'on arrive à diviser par 2 ce renouvellement d'air. Donc, on divise par 2 la consommation énergétique de chauffage. Donc, on va être sur de l'ordre de 6 renouvellements d'air par jour. Alors, comment on les contrôle? Comme les autres systèmes, vous pouvez mesurer les débits, sauf qu'il va falloir juste caler les conditions, puisque si vous êtes... alors, la façon la plus simple de les contrôler, c'est on va activer le grand débit cuisine et on va voir est-ce qu'on a bien le débit. Puisque le principe, c'est que les bouches d'extraction vont réguler sous réserve qu'elles sont dans la bonne pression ou dépression fournie par le groupe de ventilation. Donc, c'est très facile de mesurer la dépression, les bouches sont calibrées. Donc, en fonction du taux d'humidité, elles vont laisser plus ou moins passer d'air. Et donc voilà, c'est des systèmes qui sont très faciles à contrôler et à s'assurer qu'ils fonctionnent. Nicolas, c'est sans doute notre dernière question. On va voir si on arrive encore à en prendre 2. Déjà celle-là, c'est sûr, on vous écoute. Tout à l'heure a été évoqué le fait que les médecins avaient un rôle à jouer. La question qui se pose, c'est notamment lorsqu'un patient, on lui reconnaît des pathologies qui seraient probablement liées à une mauvaise qualité de l'air intérieur dans les espaces où il évolue. Est-ce qu'il ne serait pas peut-être utile de diligenter un contrôle sur place, aux frais peut-être de la sécurité sociale, qui permettrait de s'assurer que ce n'est pas la ventilation qui serait en cause et auquel cas remédier au problème. Par ailleurs, soulève derrière, ça n'a pas été évoqué, mais quel est le coût réel pour la sécurité sociale de toutes ces pathologies liées à une OSQAI? Est-ce que le fait d'avoir un contrôle et de régler le problème n'aurait pas d'impact significatif sur les économies au niveau de la sécurité sociale? Professeur Deblay, c'est à vous de répondre sur ce sujet. Oui, alors pour répondre sur les coûts, effectivement, pour vous dire, il y a maintenant plus de 15 ans, il y a une secrétaire d'État à l'environnement qui a visité mon service. On l'a emmenée faire des visites avec la conseillère en environnement. Et quand on voit les coûts, le coût efficacité des conseillers en environnement, autrement dit améliorer la qualité de l'air dans les logements,
c'est très significatif. Là, on a des données américaines, c'est vraiment très important. Donc on sait que c'est coût-efficace. Tout le problème, et la question est excellente, c'est vraiment comment faire pour rendre ces métiers-là, les officialiser. Et donc c'est ce à quoi on essaye de travailler depuis 20 ans. La difficulté, c'est que là, on parle de médecine environnementale, c'est-à-dire qu'on est un peu pris entre deux ministères. Il y a le ministère du Logement, pour eux, ça ne leur pose pas de problème, qu'il y ait des techniciens qui mesurent des polluants. Par contre, il y a l'aspect médical. Et là, l'aspect médical, pour eux, ils disent non, c'est pas nous, c'est la santé. Et le ministère de la Santé, lui, dit oui, mais l'environnement intérieur, ça va peut-être ça coûte très cher, on s'occupe déjà de l'amiante et du radon, on n'a pas envie de prendre ça en charge. Donc vous voyez, et c'est la grosse difficulté auquel on est confronté depuis un certain temps. Maintenant, on va essayer d'aller vers la Caisse nationale d'assurance maladie pour essayer de voir avec eux si on ne peut pas essayer de faire rembourser ces visites de conseillers médicaux en environnement intérieur. Alors, à l'heure actuelle, les conseillers médicaux en environnement intérieur, ils sont souvent pris en charge, donc ils sont payés soit par des hôpitaux, soit par les laboratoires d'hygiène des villes. Et donc, il y en a 200 en France. Vous voyez que c'est pas assez. On a 20 millions d'allergiques. Donc, il y a un décalage très important. Et c'est toute la difficulté. Alors, on dépose de nouveau lors du PLFSS, c'est-à-dire le plan de financement de la sécurité sociale, on a déposé des amendements, ça c'est la deuxième année, pour essayer d'officialiser ce nouveau métier, ce métier qui existe depuis 30 ans. C'est pas du tout un nouveau métier. Voilà, donc on en est là, mais la question est excellente, c'est vraiment ça. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir officialiser ça ? Et il est évident qu'il est coût-efficace, donc c'est un intérêt pour la sécurité sociale. Alors, on a les mutuelles qui, à un moment donné, les mutuelles nous ont aidés. Un certain nombre, il y a la Fédération française, enfin la mutualité française, qui a pris en charge dans certaines régions, particulièrement dans la région Bourgogne-Franche-Comté, et ça a marché superbement. À partir du moment où il y a des conseillers, les médecins sont très contents, les malades sont très contents, et puis c'est efficace. Merci beaucoup, professeur Deblay. Ça y est, nous arrivons au terme de cette émission, donc pas d'inquiétude. Comme je vous le disais, on va récupérer l'ensemble de vos questions, on va les envoyer à l'UMG-CCP, puis on espère qu'ils pourront vous apporter une réponse très très vite. Merci. Oui, Nicolas, Oui, j'ai juste une petite question. Serait-il possible d'avoir un lien pour le replay ? Ah, alors oui, je réponds. Ce sera visible sur la chaîne YouTube de l'Union. Il n'y a pas de souci, vous pourrez la revoir très bientôt. Et puis, comme on est à la fin, les traditionnels remerciements. Merci beaucoup Pascal Housset d'avoir été avec nous ce matin. Merci Laurent Sifou et merci professeur Deblay en visio depuis Strasbourg de nous avoir éclairé d'un point de vue médical sur les nombreux enjeux sanitaires qui se posent avec cette qualité de l'air intérieur de nos bâtiments. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Donc je le répète, ce sera en replay sur la chaîne YouTube de l'Union. Et puis nous on se retrouve très vite pour un 3e numéro. Passez une excellente journée. Au revoir.